Merci à tous. Donc moi je suis le docteur Malin Rianchaud, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et je vais vous parler de ce vaste sujet qu'est l'hypertension artérielle résistante. Donc pour commencer, j'aimerais déjà reprendre en tout cas les fondamentaux parce qu'en fait on nous adresse souvent des patients pour une hypertension artérielle résistante. En fait, il faut bien pouvoir discerner vos patients avant de les envoyer parce que en fait, vous allez pouvoir les traiter en faisant une démarche qui est déjà très codifiée. Là, vous voyez, en fait, c'est l'épidémiologie de l'hypertension. Et chez les patients qui sont hypertendus, donc vous en avez une grande partie qui est diagnostiquée. En fait, chez les patients qui ne sont pas contrôlés, on dit éventuellement qu'il y a 15% de patients qui sont résistants. En fait, quand vous regardez un petit peu mieux, vous allez avoir un tiers qui est pseudo-résistant, un tiers qui va être contrôlé avec 4 traitements, et puis un tiers qui va être vraiment résistant. Donc en fait, l'hypertension artérielle résistante, c'est que 5 voire 10% des patients. Donc c'est pas si énorme que ça. Et donc ce qu'on appelle hypertension artérielle résistante, pour qu'on soit tous pareils, c'est une pression artérielle qui n'est pas contrôlée, donc que ce soit en mesure clinique, en mesure clinique ou en automesure ou en MAPA, malgré 3 traitements qui comportent des antihypertenseurs avec un inhibiteur calcique, un bloqueur du système rénine-angiotensine et un diurétique. Et donc, il y a une prise en charge qui est très codifiée, que ce soit pour le diagnostic ou la thérapeutique qu'on va reprendre. La première, c'est bien sûr de montrer qu'il y a une résistance à votre traitement. Il faut donc bien savoir que votre patient a 3 traitements antihypertenseurs, comme je vous ai dit, l'inhibiteur calcique, le bloqueur du système rénine-angiotensine et le diurétique. Et à la posologie maximale. Souvent, il y a des patients qui n'ont pas des doses complètes de traitement. Il y a des gens qui viennent par exemple avec du Ramipril 2,5. Il faut absolument que vous mettiez la pleine dose pour pouvoir dire que vous avez un patient qui est résistant. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir exclure la pseudo-résistance. C'est un vaste sujet. La première chose, c'est qu'il faut bien regarder votre brassard. Un brassard trop grand ou trop petit, il y a des risques de sous-estimer ou de surestimer votre pression artérielle. Ah, le truc va trop vite. La deuxième chose, c'est l'hypertension artérielle blouse blanche. D'accord ? Vous voyez dans cette étude, on a pris près de 8000 patients. En fait, ils sont adressés initialement pour une hypertension artérielle résistante. Et vous voyez qu'une fois qu'on leur fait des automesures ou des MAPA, en fait, on a un tiers des patients qui ne sont plus résistants. Donc, il faut absolument que vous fassiez de l'automesure et de la MAPA à vos patients. Vous allez voir, vous allez en perdre une partie qui sera plus résistante. La troisième chose, il faut regarder s'il y a une difficulté au niveau de l'adhésion thérapeutique. On appelait ça avant l'inobservance. Vous voyez dans cette étude, on a des patients qui sont adressés dans un centre spécifique qui prend en charge l'hypertension artérielle pour des patients qui sont dits résistants et non contrôlés. On leur dit qu'on va explorer leur hypertension et qu'on va doser les médicaments. On leur demande, prenez-vous bien tous vos traitements? Ils nous répondent oui. Et en fait, dans les résultats, vous voyez que dans un cas sur 2, les patients ne prennent pas tous leur traitement. Et quand vous regardez encore un peu plus au niveau de la colonne ici, vous voyez qu'il y a quasiment un tiers des patients, bien qu'ils soient dans un centre expert, qui ne prend pas du tout ces traitements. Donc il faut absolument discuter avec votre patient, savoir pourquoi il ne prend pas ce traitement, savoir ce que vous pouvez faire, est-ce qu'il préfère les prendre le soir, est-ce qu'il préfère les prendre les matins, et surtout utiliser des combinaisons. Enfin, il faut regarder s'il n'y a pas de consommation de substances ou de médicaments qui vont interférer avec vos traitements. Il y en a une panoplie et le plus important, ça reste chez la femme en âge de procréer, la contraception par œstroprogestative et puis la consommation de réglisse. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut rechercher une hypertension artérielle résistante secondaire. D'accord ? Pour cela, vous allez faire tout un bilan, une imagerie des artères rénales pour rechercher soit une sténose des artères rénales, soit une dysplasie fibromusculaire, un bilan hormonal, un dosage de cortisol pour le Cushing, des méthanéphrines pour le phéochromocytome et surtout, le plus important, des dosages de rénine et d'aldostérone sous traitement neutre. Par traitement neutre, ça veut dire qu'il va falloir arrêter tous les traitements qui perturbent, notamment 6 semaines avant la spironolactone, la plérénone ou la contraception œstroprogestative, et puis 15 jours avant tous les autres traitements. Et puis vous pouvez mettre vos patients sous des traitements antihypertenseurs centraux, des inhibiteurs calciques non hydropyridiques ou des alpha-bloquants. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, l'hypertension artérielle résistante, en fait, dans 20% des cas, vous avez un hyperaldostéronisme primaire. D'accord? L'hyperaldostéronisme primaire, c'est une grosse cause d'HTA endocrine et ce n'est pas une cause rare. Donc il faut absolument faire des dosages de rénine d'aldostérone pour ces patients. Passons maintenant au traitement actuel. Dans notre schéma, la prochaine chose à faire, c'est d'identifier et contrer les facteurs modifiables.
Ici, vous voyez les règles gynétiques, ça gagne en baisse de pression artérielle, d'accord? Donc, l'exercice, l'arrêt de l'alcool, la diminution de sel, vous allez pouvoir baisser votre pression artérielle. C'est la première chose à faire quand vous prenez en charge votre patient. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir dépister l'apnée du sommeil. Non pas que l'apnée du sommeil soit une cause d'hypertension artérielle résistante, c'est surtout qu'en fait, les patients qui ont une apnée du sommeil sont souvent le même profil que les patients qui ont une hypertension artérielle résistante. C'est-à-dire que c'est souvent des hommes obèses et qui ont une sédentarité. Vous voyez dans cette étude, là, on a chez les patients qui ont une hypertension artérielle résistante, 96% d'hommes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Et quand on les apparie, eh ben on gagne 5 mm de mercure. Donc c'est encore un des traitements que vous pouvez rajouter. Ensuite, on va optimiser le traitement. Je vous montre ici, sur la colonne de gauche, vous avez les gens qui ont des hypertensions artérielles résistantes, et puis vous avez les contrôles de l'autre côté qui ont une hypertension essentielle. Vous voyez que les taux d'aldostérone, bien qu'il n'y ait pas d'hyperaldostéronisme primaire, sont déjà plus hauts, les taux de rénine sont plus bas, et puis les taux de peptides natriurétiques sont plus hauts. Donc ce qui montre bien dans l'hypertension artérielle résistante que le problème, c'est la déplétion sodée qui n'est pas assez importante. Du coup, on sait que nos patients, ils ont déjà un diurétique, d'accord, un diurétique thiazidique. Est-ce qu'il y a un diurétique qui est meilleur qu'un autre? Eh bien, il n'y a pas de vraie franche étude qui a comparé tous les diurétiques entre eux, en tout cas pas en placebo et bien contrôlé, mais dans cette méta-analyse, vous voyez que on a une petite amélioration avec l'indapamide plus qu'avec les Hydrex. Je ne vous montre pas celui avec la chlortalidone parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Mais donc, quand vous avez un patient qui est sous diurétique thiazidique, plutôt favoriser l'indapamide que les Hydrex. Et donc maintenant, il y a les nouvelles recommandations de l'ESH qui sont sorties en 2023, d'accord, sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, vous voyez que l'étape d'après, une fois que vous avez la trithérapie, c'est l'utilisation du bloqueur des récepteurs minéralocorticoïdes et notamment la spironolactone. Alors pourquoi la spironolactone? Il y a beaucoup d'études qui ont étudié la spironolactone, mais celle qui a été le clou un petit peu de tout ça, c'est l'étude Pathway 2, qui était une étude en crossover et en double aveugle, et en fait chez qui on a regardé l'utilisation de la spironolactone comparée aux alpha-bloquants et aux bêta-bloquants chez les patients avec une hypertension artérielle résistante. Et vous voyez qu'en fait, en utilisant les différents traitements, au bout de 12 semaines, la pression artérielle est la plus basse avec la spironolactone qu'avec les alpha-bloquants ou les bêta-bloquants. Et vous voyez que c'est même chez eux qu'on atteint plus facilement les objectifs. Et vous voyez en plus, ici vous avez en abscisse les taux de rénine et en ordonnée la baisse de pression artérielle. Vous voyez qu'importe le taux de rénine, en fait c'est la spironolactone qui fait mieux que tous les autres traitements, hormis peut-être les bêta-bloquants, mais avec des taux de rénine de 1000. Donc en quatrième intention, sans savoir quel traitement, quelle étiologie ou quoi que ce soit, le traitement qu'il faut mettre, c'est la spironolactone. Néanmoins, la spironolactone, elle n'est pas si souvent mise que ça. Et pourquoi? La première raison, c'est parce que les gens ont peur de l'hypercalémie. Ici, c'est les différentes études qui ont regardé la spironolactone. Vous voyez qu'entre l'initiation et la réévaluation, en fait, le taux de potassium, il varie pas beaucoup. Donc, il faut que vous gardiez en tête que chez un patient qui n'a pas d'insuffisance rénale chronique, il n'y a pas de risque de majoration avec une hyperkaliémie. Et le deuxième effet que tout le monde redoute un petit peu, c'est les effets secondaires comme la gynécomastie. Vous voyez dans cette étude qu'en fait la gynécomastie, ça apparaît sur des grosses doses de spironolactone. Et en fait, si vous mettez 25 ou 50 mg de spironolactone, vous avez peu de risque de gynécomastie. Du coup, le quatrième traitement, une fois que vous avez votre trithérapie, c'est la spironolactone avec une faible dose. Et puis vous surveillez le risque qui est peu probable d'hypercalémie avec une prise de sang à 1 semaine et à 1 mois. Mais du coup, il y a quand même d'autres traitements qui sont sortis depuis tout ce temps, et notamment la dénervation rénale. Alors, déjà, tout d'abord, de quoi on parle? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une communication au niveau de votre système nerveux central entre votre cerveau et vos reins. D'accord? Vous avez des voies afférentes sympathiques et des voies efférentes sympathiques. Et en fait, la stimulation de ces voies, alors que ce soit les voies efférentes, vous allez avoir une réabsorption d'eau et de sel, vous allez avoir une vasoconstriction, et puis vous allez avoir une stimulation de votre système rénine-angiotensine
qui vont augmenter votre pression artérielle. Et d'un autre côté, la stimulation des voies afférentes, quand vous avez par exemple une ischémie ou quand vous avez une hypoxie, va stimuler au niveau cérébral et va induire une modulation de votre pression artérielle. Eh bien, il y a des gens qui ont étudié la dénervation en coupant ces petites fibres. Alors, comme vous voyez ici, en fait, on place un cathéter au niveau des artères rénales. Et puis, il y a différentes voies. Donc, les plus importantes actuellement, c'est la radiofréquence et les ultrasons. Et puis, la dernière qui est sortie, c'est l'injection d'alcool pur. Et bien, en fait, vous voyez que dans ces études-là, en fait, la dénervation rénale, ça marche. Et donc, ça fait baisser la pression artérielle. Alors, selon la méthode et selon le type d'hypertension, ça fait baisser la pression artérielle entre 5 et 7 mm de mercure. D'accord ? Alors, il y a dans les nouvelles recommandations, on met la dénervation rénale comme étant un argument en plus. Il faut juste regarder les indications qui sont possibles chez vous. Et donc, je vais terminer maintenant sur les deux dernières étapes, les autres traitements, en fait. Parce que vos patients, quand ils ont une hypertension artérielle résistante, ils ont tous à peu près le même profil. Ils sont bien souvent obèses, ils ont du diabète, ils ont une maladie rénale chronique, ou alors parfois ils ont une insuffisance cardiaque. Et bien, chez ces patients-là, il y a des médicaments qui ne sont pas développés pour l'hypertension artérielle, mais qui sont développés pour ces différentes pathologies. Et puis, en fait, vous voyez, vous allez avoir des analogues du GLP-1 qu'on met dans le diabète, mais qui font baisser la pression artérielle. Vous allez avoir les inhibiteurs des SGLT2 que vous prescrivez beaucoup. Et bien, en fait, ces médicaments-là ont une action dans la pression artérielle. Je vous montre juste ici les nouveaux analogues du GLP-1, donc qui sont les analogues combinés GLP-1 et GIP qui ont été mis. Donc ici, c'est le tirzépatide. Et en fait, vous voyez qu'avec les injections de tirzépatide, on a une baisse de pression artérielle de 10,5 mm de mercure. Alors, est-ce que c'est juste parce que les patients perdent du poids ou est-ce qu'il y a un effet direct? Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore bien élucidé. Et puis là, vous avez les nouveaux bloqueurs des récepteurs minéralocorticoïdes, mais non stéroïdiens, donc à la différence de la spironolactone, qu'on met pour l'instant chez les patients diabétiques avec une maladie rénale chronique. Et ben, vous voyez qu'il y a une baisse de la pression artérielle chez ces patients-là aussi. Donc bien penser à tous ces médicaments quand vous prenez en charge vos patients. Et donc pour terminer, je vais vous parler des deux derniers traitements, donc le traitement qui vont arriver prochainement. On est en fin de phase 2. Vous avez ici le baxdrostat qui est en fait un inhibiteur de l'aldostérone synthase. Alors l'aldostérone synthase, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'hormone, enfin c'est l'enzyme qui va permettre que la DOC puisse se transformer en aldostérone. Elle est assez similaire à la cortisol synthase. Mais néanmoins, l'inhibition se fait avec le baxdrostat uniquement sur l'aldostérone synthase. Donc vous n'avez pas de risque d'insuffisance surrénale. Et en fait, vous voyez dans cette étude de phase 2 qu'en fait, en fonction de la dose que vous avez, et ben en fait, on peut faire baisser jusqu'à 20 mm de mercure la pression artérielle chez ces patients. Et sur le diagramme de droite, vous voyez que la pression artérielle perdure à être basse dans le temps. Et enfin, pour vous parler des étapes majeures, parce qu'en plus, voilà, comme on en parlait juste avant dans le LDL, en fait, vous avez aussi des petits ARN interférents qui vont être mis maintenant, et notamment le zilebesiran, qui lui, en fait, est un ARN interférent qui va empêcher la production d'angiotensinogène. Donc dans votre système rénine-angiotensine, l'angiotensinogène, c'est ce qui vous donnera la stimulation de l'aldostérone. Et bien, tout en haut, vous avez en fait les doses. Après, tout ça, c'est fait sur une seule injection de zilebesiran. Vous avez les taux d'angiotensinogène que vous voyez qui s'effondrent jusqu'à 24 semaines après une seule injection. Et vous voyez que la pression artérielle, à 12 semaines, l'étude a dû être arrêtée précocement. C'est pour ça que vous n'avez pas de personnes à 24 semaines, mais à 12 semaines, vous avez déjà une pression artérielle qui est basse de 17 mm de mercure. Et puis, vous avez à 24 semaines une baisse de pression artérielle de moins 22 mm de mercure. Donc, c'est vraiment des médicaments qui ont un fort potentiel et que prochainement, on pourra donner à nos patients. En conclusion, pour traiter votre hypertension artérielle résistante, vérifiez bien déjà qu'elle est résistante avec la bonne trithérapie, excluez toute pseudo-résistance, recherchez une HTA secondaire pour laquelle il y a des traitements qui sont spécifiques. En termes de traitement, intensifiez les règles hygiéno-diététiques, optimisez les diurétiques pour gagner encore quelques millimètres de mercure, ajoutez la spironolactone comme 4e ligne, et puis pensez aux autres thérapies et les nouvelles qui vont arriver. Je vous remercie pour votre attention.